Bonjour à tous, voici le diaporama sur la circulation du sang chez les animaux qui sera divisé en 6 parties. Donc nous allons tout d'abord voir l'introduction et l'activité mécanique du cœur. Nous avons vu que la circulation sanguine sert de relais entre les échangeurs, à savoir le poumon, les reins et l'appareil digestif, et les cellules profondes de l'organisme. Donc c'est ce que nous avons vu au premier chapitre. Donc ici, dans ce chapitre, nous allons voir comment le sang est mis en mouvement et quel est son trajet dans l'organisme, comment la pompe cardiaque fonctionne. Et ensuite, nous étudierons les différents vaisseaux sanguins et le lien notamment entre la structure de ces vaisseaux et leur fonction au sein de la circulation sanguine. Et enfin, nous verrons comment la circulation sanguine est régulée pour s'adapter aux besoins physiologiques des différentes cellules et des différents tissus. Les objectifs du chapitre sont donc les suivants: connaître l'organisation de la double circulation sanguine et l'anatomie du cœur. Donc il y aura un TP qui nous aidera à visualiser l'organisation du cœur. Ensuite, il faudra savoir décrire les différentes étapes du cycle mécanique cardiaque qui assure donc le pompage du sang dans la circulation générale et la circulation pulmonaire. Et il faudra également savoir expliquer l'origine de l'automatisme cardiaque, c'est-à-dire la propriété du cœur à battre tout seul en l'absence d'innervation. Et ensuite, l'objectif est donc de savoir présenter les différents vaisseaux sanguins et leurs fonctions dans la circulation sanguine. Ce chapitre sera donc divisé en 3 parties. Une introduction où nous présenterons les définitions et la diversité des appareils circulatoires. Ensuite, nous verrons la structure et le fonctionnement du cœur des mammifères dans une première partie, donc qui correspondra à 2 diaporamas. Et ensuite, dans un dernier diaporama, donc la deuxième partie du cours, nous étudierons la structure et la fonction des différents vaisseaux sanguins. Tout d'abord, introduction avec la définition et la fonction de la circulation et la diversité des appareils circulatoires. Alors, qu'est-ce que l'appareil cardiovasculaire? Alors, c'est un réseau de tubes et de pompes qui mettent en mouvement un liquide pour sa distribution dans l'organisme. C'est une définition mécanique que l'on peut donc caler avec l'anatomie. Donc, les tubes, ça correspond aux vaisseaux sanguins. La pompe, en fait, il y en a 2, c'est le cœur droit et le cœur gauche. Et le liquide, c'est le sang ou l'hémolymphe, ça dépendra des appareils circulatoires, qui est mis en mouvement dans ces vaisseaux sanguins. Alors, quelle est la fonction de l'appareil cardiovasculaire, de l'appareil circulatoire? Il va déjà servir à la nutrition, en captant les nutriments de l'appareil digestif et en les acheminant vers les cellules profondes dans l'organisme. Il va également permettre de capter l'oxygène qui sert à la respiration cellulaire. L'appareil circulatoire permet également d'éliminer les déchets, notamment les déchets organiques comme l'urée, les déchets gazeux comme le CO2 pour les amener vers le rein pour l'urée, ou le CO2 va être amené vers les poumons. Il sert également au transport des hormones, c'est ce que nous avons vu dans le cours sur la communication hormonale. Il assure la réponse immunitaire puisqu'il contient des globules blancs qui vont servir à la réponse innée et acquise. Et enfin, il assure également la thermorégulation puisque vous avez pu constater que quand vous faites un effort physique, vous allez avoir une vasodilatation, c'est-à-dire les vaisseaux qui vont se dilater au niveau de votre peau, ce qui va permettre de plus facilement éliminer la chaleur au niveau de la surface cutanée. Il existe plusieurs types d'appareils circulatoires. Donc, nous allons ici travailler uniquement chez les animaux triploblastiques, c'est-à-dire formés de 3 feuillets. Je vous renvoie à votre premier chapitre qui contiennent un ectoderme, un mésoderme et un endoderme, puisque ce sont les seuls organismes qui contiennent un milieu intérieur. Donc tout d'abord, nous rencontrons chez certaines espèces, notamment les insectes, des appareils circulatoires ouverts. C'est-à-dire que les vaisseaux sont ouverts à une des extrémités, voire aux 2 extrémités, ce qui fait que le sang va se déverser dans la lymphe interstitielle, et ensuite la lymphe interstitielle mélangée au sang va être repompée au niveau de petits orifices au niveau du cœur, pour être à nouveau renvoyée dans les vaisseaux qui sont ouverts à leur extrémité, qui se jetteront à nouveau dans la lymphe. Donc il y a un mélange entre le sang et la lymphe. Donc hémo, ça veut dire sang, et lymphe, bon, c'est la lymphe. Et donc on appelle ce mélange sang-lymphe l'hémolymphe. Donc les insectes possèdent ce type d'appareil circulatoire, les mollusques également, sauf les céphalopodes, c'est-à-dire les seiches et les pieuvres qui possèdent un système circulatoire fermé que nous verrons par la suite. Donc vous avez une représentation d'une mouche sur la droite. Donc le vaisseau dorsal va pomper le sang de l'arrière vers l'avant. Au niveau de la tête, donc les vaisseaux sont ouverts, le sang ou l'hémolymphe va être libéré donc, de ces vaisseaux sanguins, va se mélanger au liquide interstitiel
Et ensuite, il va être repompé vers l'arrière du corps pour rentrer à nouveau dans le vaisseau dorsal. Et comme ça, on a une circulation en fait de l'arrière vers l'avant dans le vaisseau sanguin dorsal et de l'avant vers l'arrière au niveau du ventre de l'animal. Alors pour que la circulation fonctionne, il faut que le cœur, ou en tout cas le vaisseau dorsal, soit percé de petits trous pour réaspirer l'hémolymphe, et c'est ce qu'on appelle les ostioles. Le deuxième type d'appareil circulatoire est l'appareil circulatoire fermé, où il n'y a jamais de contact entre le sang et la lymphe puisque les vaisseaux sont fermés à leur extrémité et donc décrivent une boucle qui est fermée sur elle-même. Donc c'est vraiment fermé sur le plan mécanique. C'est le type d'appareil circulatoire que l'on trouve chez les vertébrés, notamment les oiseaux, les mammifères, certaines espèces de poissons, même si le terme poisson n'existe plus sur le plan phylogénétique. Nous continuerons à l'utiliser. Donc je parle des téléostéens, c'est-à-dire des poissons comme la truite, etc. Donc le sang ne se mélange pas à la lymphe et donc on distingue deux compartiments bien séparés et au sein de la lymphe, on distingue deux compartiments, la lymphe interstitielle et la lymphe endiguée. Les échanges entre les tissus et le sang vont donc se faire à travers les capillaires qui sont des petits vaisseaux sanguins dont la paroi est très fine, ce qui va favoriser les échanges nutritionnels et les échanges de déchets. Au sein des appareils circulatoires fermés, nous distinguons deux types d'organisation de la circulation. Soit l'animal ne possède qu'une seule pompe, c'est-à-dire un seul cœur. Donc par exemple, chez les poissons, il n'existe qu'un seul cœur qui va pomper le sang dans les branchies. Le sang va donc être oxygéné au niveau des branchies, mais être ralenti au niveau du passage des branchies. Il va ensuite passer dans les tissus. Les tissus vont consommer l'oxygène et rejeter du CO2. Et du sang désoxygéné va être ramené à l'oreillette et le ventricule du cœur unique, qui à nouveau repompera le sang dans les branchies. L'organisation de l'appareil circulatoire est différente chez les mammifères qui possèdent deux pompes, c'est-à-dire deux cœurs qui sont collés l'un à l'autre mais qui sont séparés sur le plan fonctionnel. Donc le cœur droit va pomper le sang désoxygéné dans les poumons. Au niveau des poumons, le sang va être oxygéné. Il va revenir au cœur gauche qui va l'accélérer pour l'envoyer dans les tissus, souvent sur une longue distance. Les tissus vont donc consommer l'oxygène, libérer du CO2 et le sang désoxygéné va être ramené à nouveau au niveau du cœur droit. Donc contrairement à ce qui se passe chez les poissons, ici le cœur gauche va permettre à nouveau d'accélérer la circulation sanguine pour que le sang arrive avec une certaine vitesse dans les tissus, ce qui va favoriser le fonctionnement des tissus, notamment lors d'une activité métabolique intense. Par la suite du chapitre, nous allons nous focaliser sur le fonctionnement du cœur des mammifères et donc sur la double circulation pulmonaire et systémique. Nous allons d'abord revoir l'anatomie du cœur et comprendre le fonctionnement mécanique du cœur, c'est-à-dire le cycle cardiaque. L'anatomie du cœur a pu être étudiée lors du TP3. Ici, nous allons juste faire un petit bilan du TP. Le cœur est un organe qui est formé principalement de tissu musculaire que l'on appelle le myocarde. C'est un tissu musculaire strié, non squelettique. En fait, il existe 4 muscles, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit et le ventricule gauche, qui sont des pompes. Donc ces muscles sont creux, vont se remplir de sang, vont compresser le sang et permettre de l'expulser. Donc ils ont vraiment un rôle de pompe. Alors l'oreillette droite et le ventricule droit constituent ensemble le cœur droit, dont la fonction est de pomper le sang dans les poumons. Alors plus précisément, l'oreillette droite pompe le sang dans le ventricule droit, donc sur une toute petite distance, et le ventricule droit pompe le sang dans les poumons sur une distance plus grande, mais quand même relativement petite puisque le cœur et le poumon sont collés dans la cage thoracique, donc on parle également de petite circulation. Donc l'autre cœur, c'est le cœur gauche, formé de l'oreillette gauche et d'un ventricule gauche, donc qui vont pomper le sang dans la circulation générale, dans les autres tissus, donc ce qu'on appelle aussi la circulation systémique. Donc plus précisément, l'oreillette gauche pompe le sang dans le ventricule gauche et le ventricule gauche va pomper le sang dans la circulation générale. Et donc c'est une grande circulation puisqu'il peut parfois y avoir 1 mètre, voire 2 mètres entre le cœur et l'extrémité des pieds par exemple. Dans le cœur, la circulation du sang est unidirectionnelle et cela est possible grâce à des valves anti-retour. Le sang ne peut circuler que de l'oreillette vers le ventricule et pas l'inverse, grâce donc à des valves qu'on appelle les valves auriculo-ventriculaires qui vont bloquer en fait le retour du sang des ventricules vers l'oreillette.
Elle s'ouvre lorsque le sang passe de l'oreillette vers le ventricule, mais elle se referme quand le sang tente de revenir du ventricule vers l'oreillette, ce qui fait que le sang ne peut être éjecté que dans les artères et ne peut pas retourner vers les oreillettes. Également, la circulation est unidirectionnelle entre les artères et le ventricule. C'est-à-dire que le ventricule ne peut éjecter le sang que dans les artères et les artères ne peuvent renvoyer le sang dans les ventricules. Donc ça, c'est possible grâce à des valves qu'on appelle des valves sigmoïdes qui sont à la base des artères et qui vont bloquer en fait le retour du sang des artères vers le ventricule. Donc nous avons vu ça en TP, je n'insiste pas plus sur cette notion. Il convient donc de retenir la phrase suivante. Donc le sang pénètre dans le cœur par les oreillettes et les vaisseaux qui arrivent aux oreillettes, ce sont des veines. Ensuite, le sang gagne les ventricules grâce aux orifices entre les oreillettes et les ventricules qu'on appelle l'orifice auriculo-ventriculaire. Donc il va dans les ventricules et il est expulsé des ventricules par des artères qui sont les vaisseaux qui partent du cœur. Donc cette phrase, vous devez la mettre en rouge en gros et vous en rappeler. Voici le schéma bilan clé de la double circulation et de la circulation du sang dans le cœur à connaître. Donc le sang arrive au cœur droit en provenance de la circulation systémique par deux vaisseaux, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. La veine cave supérieure récupère le sang du haut du corps, alors que la veine cave inférieure récupère le sang du bas du corps. Donc l'oreillette droite va pomper le sang dans le ventricule, et donc le sang va passer à travers la valve auriculo-ventriculaire qui le laisse passer puisque c'est dans le bon sens. Donc il existe des ligaments suspenseurs qui assurent le fonctionnement de cette valve. Le sang arrive dans le ventricule droit et le ventricule droit va pomper le sang dans le poumon. Et donc ce sont des artères qui partent de ce ventricule droit qu'on appelle l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche qui vont aller dans le poumon droit et le poumon gauche. Au niveau du poumon, il va y avoir oxygénation du sang et le sang va revenir au cœur, mais cette fois-ci au cœur gauche, au niveau de l'oreillette gauche, par des veines pulmonaires. Les veines pulmonaires déversent le sang dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche donc déverse son sang dans le ventricule à travers l'orifice auriculo-ventriculaire. Les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes. Et ensuite, le ventricule gauche va se contracter pour pomper le sang dans la circulation générale. Et c'est l'artère aorte qui va assurer cette circulation. Le sang va ensuite dans la circulation systémique et revient au cœur par la veine cave inférieure ou la veine cave supérieure. Donc à chaque fois, la circulation est unidirectionnelle entre les ventricules et l'artère grâce aux valvules sigmoïdes qui sont situées à la base des artères. Nous avons donc vu comment le sang circule dans le cœur et dans la circulation générale et pulmonaire. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne le cœur au niveau de son activité mécanique. Donc le cœur est capable de se contracter, il se contracte et se relâche pour assurer le pompage du sang dans l'organisme, donc ça c'est l'activité mécanique. Mais cette activité de contraction est contrôlée par une activité électrique puisque le cœur émet des potentiels d'action que l'on peut d'ailleurs enregistrer de manière indirecte grâce à l'électrocardiogramme. Donc ici nous allons voir l'activité mécanique et dans le prochain diaporama nous allons travailler sur l'activité électrique du cœur. Donc qu'est-ce que le cycle cardiaque? Le cycle cardiaque, c'est un ensemble de contractions et relaxations du muscle cardiaque, des oreillettes et des ventricules qui vont assurer donc le pompage du sang dans le cœur et également dans la circulation. Donc les contractions du cœur, c'est ce qu'on appelle les systoles avec un Y et la relaxation du cœur, c'est ce qu'on appelle la diastole. Donc il y a des moments où le cœur n'est pas de manière uniforme contracté et relâché puisque les oreillettes peuvent être contractées et les ventricules relâchés. Donc dans ce cas-là, on parle de systole auriculaire et de diastole ventriculaire. On peut distinguer les deux. Donc on peut distinguer de manière schématique 4 phases qui vont se répéter de manière cyclique pour chaque cœur de manière simultanée et relativement synchrone. Donc l'étape 1, le remplissage ventriculaire passif, l'étape 1 bis, le remplissage ventriculaire actif, la contraction des ventricules, l'éjection des ventricules et la relaxation des ventricules. Donc nous allons reprendre ces différentes étapes une par une et vous allez compléter le document 3 de votre polycopie. Donc tout d'abord, le remplissage ventriculaire. C'est l'étape où le sang remplit le ventricule et rentre dans le ventricule qui se gonfle. Donc c'est un mécanisme qui est passif vis-à-vis du ventricule puisque le ventricule va toujours être relâché donc en diastole. Par contre, les oreillettes sont relâchées puis se contractent, c'est pour ça qu'on distingue deux sous-phases. Donc la phase 1,
Elle est marquée par l'ouverture de la valve auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire la valve qui existe entre l'oreillette et le ventricule. Donc là, on parle des deux cœurs en parallèle. Donc l'oreillette va pouvoir déverser le sang dans le ventricule et le ventricule va donc se remplir de manière passive puisque l'oreillette ne se contracte pas. Et puis pendant la phase 2, les oreillettes vont se contracter, ce qui est matérialisé par des petits pointillés sur le schéma. Et donc ça va permettre d'éjecter le reste du sang qu'il y avait dans les oreillettes, qui ne s'était pas écoulé de manière passive jusqu'au ventricule, pour terminer le remplissage ventriculaire. Donc là, le ventricule est rempli au maximum. Et donc ce volume maximal de remplissage, c'est ce qu'on appelle le volume télédiastolique ou VTD. Donc la phase 1, c'est passif puisque les oreillettes ne sont pas contractées. Et la phase 2, c'est actif puisque les oreillettes sont contractées. Mais le ventricule reste lui toujours en diastole, c'est-à-dire relâché. La deuxième phase du cycle cardiaque est la contraction isovolumétrique des ventricules. Isovolumétrique, ça veut dire que le ventricule garde le même volume, c'est-à-dire que le volume de sang à l'intérieur du ventricule reste au volume télédiastolique. Donc le ventricule va se contracter, va compresser donc le sang qui est situé à l'intérieur, mais les valves auriculo-ventriculaires sont fermées, ce qui fait que le sang ne peut pas retourner vers les oreillettes, mais les valves sigmoïdes qui sont à la base des artères sont également fermées, donc le sang ne peut pas aller dans les artères. Donc le sang va être mis sous pression, un peu comme dans une cocotte minute, et le volume va rester constant. Malgré la contraction des ventricules, il n'y aura pas d'éjection. Donc cette étape, elle est marquée par les fermetures des valves auriculo-ventriculaires du cœur, c'est-à-dire que les valves entre les oreillettes et les ventricules sont fermées, donc le sang ne peut pas retourner vers les oreillettes, et le ventricule donc se contracte, il entre en systole, et le volume ventriculaire reste constant, puisque la valve sigmoïde est fermée, et donc il reste constant au volume télédiastolique. À partir d'une certaine pression, les valves sigmoïdes qui sont situées à la base des artères vont s'ouvrir, ce qui fait que la contraction des ventricules va permettre cette fois-ci d'éjecter le sang dans la circulation, donc dans les artères. Donc le volume de sang situé à l'intérieur des ventricules va diminuer jusqu'à un volume minimal qu'on appelle le volume télésystolique, puisque télé ça veut dire à la fin, systole, donc à la fin de la systole. Donc c'est le volume minimal qui peut être contenu dans le cœur. Donc il faut savoir que le cœur ne se vide jamais complètement, il reste toujours un petit peu de liquide, de sang dans les ventricules, donc le volume télésystolique n'est pas nul. Donc cette étape, c'est ce qu'on appelle l'éjection ventriculaire, puisque le sang va être éjecté dans la circulation générale ou la circulation pulmonaire, selon le cœur dont on parle. Et la dernière étape du cycle cardiaque est la relaxation isovolumétrique des ventricules. Donc le ventricule va se relâcher, va arrêter de presser le sang. Et donc c'est une diastole, on pourrait l'appeler aussi diastole isovolumétrique des ventricules. Donc là, les valves sigmoïdes vont se fermer, ce qui va empêcher le sang de retourner de l'artère vers le ventricule. Donc le ventricule reste toujours avec le même volume de sang, le volume minimal, donc le VTS. Le muscle des ventricules donc se relâche, donc on parle de relaxation. Et il n'y a donc pas de variation du volume ventriculaire puisque les valves auriculo-ventriculaires entre les oreillettes et le ventricule sont toujours fermées. Donc le sang s'accumule dans les oreillettes puisqu'il arrive toujours des veines, mais la pression n'est pas suffisante pour faire ouvrir les valves auriculo-ventriculaires. Donc le volume reste constant, donc c'est pour ça qu'on va appeler isovolumétrique. Donc iso, ça veut dire même volume. Donc que ce soit pour la contraction ou la relaxation isovolumétrique, ça veut dire qu'à chaque fois, le volume de sang va rester constant à l'intérieur des ventricules. Il s'agit d'un cycle. Donc l'étape suivante est l'étape numéro 1. À partir d'un certain moment, la pression dans l'oreillette est suffisante pour ouvrir les valves auriculo-ventriculaires. Le sang se déverse donc dans le ventricule, droit ou gauche, et le remplissage ventriculaire peut s'opérer. Donc remplissage ventriculaire d'abord passif, puis actif. Donc on a repris un cycle. Lors de ce cycle cardiaque, le cœur fournit un travail qui nécessite de l'énergie et on peut comparer le travail du cœur droit et le travail du cœur gauche. Donc pour pouvoir déterminer le travail cardiaque, on peut représenter le cycle cardiaque en utilisant un diagramme pression-volume. Donc il faut, avant que vous notiez ce qui est écrit sur le diaporama, regarder ce diagramme qui est sur la droite, ce qui est un petit peu compliqué à comprendre. Donc on trace le volume
qu'il y a dans le ventricule en abscisse et en ordonnée, on met la pression du sang sur la paroi du ventricule. Donc dans un premier temps, le volume est minimal, donc à la fin d'un cycle, le volume est minimal, le ventricule s'est vidé, et donc les oreillettes vont déverser leur contenu dans le ventricule, ce qui va assurer un remplissage ventriculaire. Donc le volume va passer du volume télésystolique au volume télédiastolique, le volume maximal. Donc vous voyez, au départ, il y avait à peu près 40 ml de sang à la fin de la systole du cycle précédent. Et avec ce remplissage, le cœur s'est rempli à plus de 160 ml, donc jusqu'au volume télédiastolique. Par la suite, le ventricule se contracte, mais il ne peut y avoir d'éjection ventriculaire puisque les valves sigmoïdes sont fermées. Donc le sang va être mis sous pression et rester au même volume. Donc c'est la phase numéro 2. On voit que le volume télédiastolique reste constant, mais la pression du sang sur la paroi des ventricules augmente jusqu'à peu près 80 mm de mercure. Au bout d'un certain moment, la valve auriculo-ventriculaire va s'ouvrir, ce qui va permettre une éjection ventriculaire, mais le cœur continue à se contracter, donc il exerce toujours une pression plus importante sur le sang. Donc la pression sur la paroi du cœur va augmenter jusqu'à 120 mm de mercure à peu près, donc les millimètres de mercure c'est une unité de pression de la biologie, et le volume par contre va diminuer jusqu'au volume télésystolique, donc le ventricule se vide. Puis au bout d'un moment, la valve sigmoïde se ferme, donc le sang ne peut plus être éjecté du ventricule, donc le volume va rester constant au volume télésystolique et le cœur va se relâcher, le ventricule va se relâcher, donc la pression qu'exerce le sang sur la paroi des vaisseaux va diminuer jusqu'à peu près 20 mm de mercure. Et puis on va reprendre un autre cycle. Donc on voit très bien la forme de cycle sur ce diagramme. Et donc on peut démontrer que l'aire de la courbe, qui est représentée en rose, correspond au travail du cœur. Et donc on peut faire les deux diagrammes pour le cœur droit et le cœur gauche. Donc le cœur gauche il est en rose clair et le cœur droit il est en rose foncé. Et vous voyez que l'aire de la courbe du ventricule gauche est beaucoup plus importante que l'aire de la courbe du ventricule droit. Donc ça veut dire que le travail du cœur droit est beaucoup plus faible que le travail du cœur gauche, puisque le cœur gauche exerce notamment une pression beaucoup plus importante sur le sang. Alors ça c'est lié à leur fonction. Le cœur droit va pomper le sang dans les poumons, donc sur une courte distance, ce qui fait que l'énergie et le travail à fournir est plus petit, tandis que le cœur gauche va pomper le sang dans tout le corps sur une longue distance, qui donc augmente la dépense énergétique. Alors, il est également possible de calculer le débit sanguin qui traverse les deux cœurs par minute. Donc, le débit sanguin, c'est le volume de sang qui circule dans le cœur par minute ou par unité de temps. On choisit en général la minute, donc ça s'exprime en millilitres ou litres par minute. Alors, la formule qui permet de les déterminer, c'est que le débit, c'est la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de cycles par minute ou le nombre de battements par minute, fois le volume d'éjection systolique. Alors à quoi correspond le volume d'éjection systolique? C'est le volume qui a été éjecté par le ventricule lors de la contraction du cœur, donc la contraction du ventricule. Donc à la fin du remplissage, le volume est d'à peu près, on va dire, 170 ml. Et à la fin, il n'en reste que 40 ml. Donc si on calcule, 170 moins 40, ça ferait à peu près 130 ml de volume de sang éjecté par le ventricule à chaque contraction. Donc là, le graphe est un peu excessif. En général, le volume télédiastolique, c'est d'à peu près 120 ml. Le volume télésystolique, c'est d'à peu près 50 ml. Donc, ce qui veut dire qu'à peu près 70 ml de sang ont été éjectés à chaque battement cardiaque. Donc, sachant qu'il se produit un chiffre moyen 70 battements par minute et qu'à chaque battement, on a 70 ml de sang qui sont pompés, ça fait à peu près un débit cardiaque de 4,9 litres par minute. Donc, les deux cœurs vont pomper par minute 4,9 litres, qui correspond à peu près à la totalité du sang qui circule dans le cœur par minute. Après, la pression que va exercer le cœur droit sur le sang va être plus faible que la pression exercée par le cœur gauche. Donc le travail du cœur droit va être plus faible que le travail du cœur gauche, mais les deux débits dans le cœur droit et dans le cœur gauche sont les mêmes. Donc à quoi est due cette propriété de contraction du muscle cardiaque? Donc elle repose en fait sur un tissu musculaire, le myocarde, qui est formé de cardiomyocytes.
Alors, les cellules musculaires cardiaques, elles sont un petit peu particulières par rapport aux cellules striées squelettiques. Elles sont striées, c'est-à-dire qu'on peut voir des striations visibles dans leur cytoplasme qui sont dues au cytosquelette qui assure leur raccourcissement, mais elles n'ont pas une forme allongée et plurinucléée, contrairement aux cellules musculaires striées squelettiques. Donc, je vous renvoie à votre TP d'histologie. Elles ont donc une forme de Y et un seul noyau puisqu'elles ne résultent pas de la fusion de plusieurs cellules au cours du développement. Ces cellules ont également une propriété particulière puisqu'elles sont reliées entre elles fonctionnellement par des gap-jonctions qui sont des pores en fait, qui vont assurer le passage des ions, donc des potentiels d'action entre les différentes cellules. Ce qui va permettre une synchronisation des différentes cellules lors de leur contraction. Elles vont toutes se contracter en même temps. Ensuite, le myocarde est un tissu cohésif et dont la structure est maintenue grâce à des jonctions adhérentes entre les cellules qui assurent donc une cohésion mécanique. Donc on peut les observer notamment à la jonction entre deux cellules, ce qu'on appelle les stries scalariformes, donc qui contiennent à la fois les gap-jonctions et à la fois ces jonctions adhérentes. Bien, ce diaporama est terminé, donc sur l'activité mécanique du cœur. Le prochain diaporama portera sur l'activité électrique du cœur et je vous laisse vous tester à l'aide de ces quiz simples qui vous sont proposés. À bientôt!